Depuis 1814, la ville de Toulon accueille le musée de la Marine. D'abord hébergé dans l'Arsenal, puis à la Corderie et enfin à la Tour Royale. C'est en 1981 qu'il a trouvé abri juste ici, derrière cette monumentale porte. Une porte érigée sous Louis XV en 1738. Christina Baron est la directrice du musée de la Marine depuis plus de 20 ans. C'est l'une des spécialistes de cette porte. Elle va s'édifier en faisant travailler les meilleurs sculpteurs de l'Arsenal, ce qui va en faire finalement la plus belle porte d'Arsenal du royaume. Au fronton du bâtiment, 2 magnifiques sculptures. Ce sont les dieux de la guerre. Minerve est déesse de la guerre et Mars, c'est son pendant masculin. Dans les années 70, la porte de l'Arsenal a été déplacée pour devenir l'entrée actuelle du musée. Cette porte fait plus de 800 tonnes et il a fallu la déplacer d'un seul bloc. Donc on a fait appel à une société qui avait l'habitude de faire ça et qui avait déjà effectivement des antécédents puisqu'elle s'est occupée de déplacer d'un seul bloc des temples égyptiens. Bon, on va passer en dessous. Allez. À l'intérieur, 400 ans d'histoire de la marine nous sont racontés. Des maquettes, des objets et bien sûr, des tableaux. Et pour nous accueillir, cette très jolie peinture de Joseph Vernet, qu'est-ce qu'elle montre, cette peinture? Eh bien, elle montre l'état du port de Toulon sous Louis XV. Un arsenal qui est un arsenal puissant, qui accueille un grand nombre de vaisseaux. Et là, si on les compte sur cette peinture, il y en a une bonne vingtaine qui sont prêts à partir autour du monde. Et quand on sait qu'à l'époque, l'outil le plus abouti sur le plan technique et technologique, celui dont la construction est la plus longue et la plus coûteuse, c'est le navire, on s'aperçoit que ce port est un port très important sur la Méditerranée. Au fond, les bateaux couchés sont en pleine réparation. On appelle ça un abattage en carène. Pour travailler sur ces navires, sans doute des centaines d'artisans. Les plus talentueux avaient l'honneur de réaliser les figures de proue ou de poupe des embarcations, des sculptures dont le musée garde de nombreux exemplaires. Mais quand un navire arrive en bout de course, quand il n'a pas coulé lors d'une bataille navale, je dirais, voilà, entraînant par le fond tout son décor, finalement, il était découpé et réemployé, et on déposait ces sculptures, et elles pouvaient effectivement être réemployées sur des vaisseaux qui les suivaient. Voici l'incroyable Neptune ou la fascinante Minerve. Une femme dont longtemps la place ne fut que sur la proue ou la poupe de ces navires. La place de la femme dans la marine, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup des femmes. Elles sont où? Alors c'est vrai que c'est un monde qui est plutôt masculin. Alors les femmes, on ne va pas les retrouver légalement sur les bateaux, puisque Colbert va les interdire. C'est par superstition, on dit que la femme peut déclencher des tempêtes, mais en fait surtout c'est pour une cohésion d'équipe. L'équipage ne doit pas se disputer l'amour d'une femme. Mais certaines, évidemment, ont transgressé l'interdiction. Les femmes pirates, bien sûr, mais aussi des amoureuses. Il y a le cas de Jeanne Barré, qui s'est travestie en jeune homme, du coup, pour expliquer sa petite voix et ses traits fins. Et elle était aide botaniste de son amant, qui avait insisté pour qu'elle vienne. Et du coup, elle a participé à l'expédition de Bougainville. D'accord, et donc elle avait caché sa condition de femme? Exactement, elle s'était coupé les cheveux et elle avait pris des habits d'homme, elle avait bandé sa poitrine. Et donc c'était le seul moyen pour une femme à l'époque d'être sur un bateau? Exactement. Jeanne Barré fut la première femme à faire le tour du monde. À l'étage, c'est la marine actuelle qui nous accueille. Là, voici donc un sous-marin. Et pareil, dans les sous-marins, les femmes, ça fait peu de temps qu'elles embarquent. C'est ça, exactement. L'école de sous-mariniers a été ouverte aux femmes en 2014. Et là, depuis la nouvelle classe de sous-marins de type Barracuda, on peut avoir des femmes dans les sous-marins depuis donc 2017 et en actif depuis 2022. Dans ce musée, Bonaparte est aussi présent. C'est du port de Toulon qu'est partie la campagne égyptienne et la marine lui doit beaucoup. On lui doit, d'un point de vue militaire maritime, on lui doit beaucoup de choses. L'uniforme des marins. Avant Napoléon, sous l'Ancien Régime, vous allez avoir des officiers en uniforme. Les marins sont habillés comme ils veulent.
Vous allez vous retrouver aussi avec une organisation. Aujourd'hui, Toulon, nous avons un préfet maritime. C'est Napoléon Bonaparte qui met en place la préfecture maritime. Vous allez retrouver tous les navires français construits sous le même modèle pour avoir une uniformisation et une globalisation de la marine impériale, donc une marine globale pour un État. Le musée revient aussi sur des périodes plus compliquées de la marine. Le Strasbourg, il a brûlé pendant 4 jours. Il a brûlé pendant 4 jours. Et donc, au matin, vous imaginez le choc pour les Toulonnais? Le 27 novembre 1942, la flotte française se saborde pour éviter de tomber entre les mains allemandes. Seuls 5 bâtiments désobéiront et prendront le large. Ici, c'est l'histoire avec un grand H que permet de comprendre cet espace. Le public aujourd'hui ne le vit pas comme une honte, il ne le vit pas comme un problème, c'est juste un fait parmi tant de faits de la Seconde Guerre mondiale qui ont bousculé donc la France et le monde entier. C'est un fait historique qu'on évoque, mais il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de honte, il y a quand même un sentiment pour ceux qui ont de la famille qui ont participé de courage, parce qu'en effet ça a été courageux face aux Allemands de couler sa propre flotte, mais finalement le public aujourd'hui il le vit bien et il prend l'information qu'on lui donne et il décortique toute l'analyse qu'on peut lui apporter. Et puis pour terminer, sachez que le Musée national de la marine compte 4 autres sites, Paris, Rochefort, Port-Louis et Brest.